À Noël, mes parents ont dit ne pas avoir les moyens pour mes enfants. J'ai vu ceux de ma sœur déballer des iPads et des chaussures de marque. Les temps sont durs, a ri mon père. Je suis parti. Le lendemain, ma publication a fait sonner mon téléphone sans arrêt. Le jour de Noël, mes parents ont dit « Nous n'avions pas les moyens d'offrir des cadeaux à tes enfants cette année. » Puis j'ai regardé les enfants de ma sœur ouvrir des iPads et des chaussures de créateurs. Papa a ri. Tu sais, les temps sont durs. J'ai rassemblé nos manteaux, je suis parti, et le lendemain matin, j'ai posté quelque chose qui a fait que chaque membre de ma famille m'a appelé en quelques minutes. Bonjour, je m'appelle Juliette Fournier. J'ai 34 ans et je vis à Lyon avec mes 2 jeunes enfants. Léo a 10 ans et Chloé n'en a que 7. En tant que mère célibataire, je travaille à temps plein dans une librairie indépendante du centre-ville, un endroit où personne n'est riche, mais où tout le monde aime les mots et le réconfort tranquille qu'ils apportent. Le travail ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais il me procure un sentiment de paix au milieu du chaos de la vie. J'aime l'odeur du papier neuf, la joie simple d'arranger les livres sur les étagères, et les moments où les clients partagent les histoires qu'ils recherchent. Pour moi, il ne s'agit jamais seulement de vendre des livres. C'est une façon de nourrir l'âme tout en luttant pour élever mes enfants. Léo et Chloé comprennent notre situation mieux que la plupart des enfants de leur âge. Ils ne réclament jamais de choses chères comme le font leurs camarades de classe. Léo est obsédé par les romans d'aventure et s'assoit souvent tranquillement dans un coin de la boutique pendant mes services du soir, serrant un vieux livre usé. Chloé adore dessiner, utilisant des crayons de couleur courts pour remplir des pages blanches de ses propres mondes imaginaires. Les regarder me rend à la fois fier et le cœur brisé, car ils ont appris le sacrifice et la patience bien plus tôt que n'importe quel enfant ne le devrait. Je me dis chaque jour que tant qu'ils ont un toit au-dessus de leur tête et l'amour que je leur donne, alors le reste, les choses matérielles qui nous manquent, peut toujours être supporté. Mes parents vivent à Paris, à seulement quelques heures de TGV de Lyon, mais cela semble être un monde complètement différent. Ils possèdent une maison spacieuse dans un quartier calme avec un jardin luxuriant et des voisins qui sont médecins, avocats et chefs d'entreprise. Ma sœur cadette, Camille, 32 ans, a longtemps été la fierté de la famille. Elle a épousé un riche homme d'affaires, vit dans une grande maison, conduit des voitures de luxe et a 2 enfants qui sont toujours habillés avec les derniers vêtements et portent les jouets technologiques les plus récents. Pendant ce temps, je me suis toujours senti comme une ombre en marge de leur vie. Depuis que nous étions petites, mes parents appelaient Camille leur enfant en or et moi l'enfant indépendante, une jolie façon de dire que j'étais laissé à moi-même. Je m'étais habitué à être comparé, mais après être devenu mère, j'ai ressenti l'injustice encore plus profondément, car chaque fois que Léo et Chloé étaient ignorés dans la maison de leurs grands-parents, mon cœur se serrait. Une semaine avant Noël, j'ai reçu un SMS de ma mère. Il était court et sec. Pas de cadeau pour toi ou les enfants cette année. Les temps sont durs. J'ai fixé l'écran, le cœur serré. Je savais que mes parents n'étaient jamais vraiment en difficulté. Leur grande maison était toujours pleine de nourriture. Leur voiture avait été changée il y a moins de 2 ans, et leurs vacances sur la Côte d'Azur ou en Corse étaient toujours des événements réguliers. Les temps sont durs n'était qu'une excuse. Ce qu'ils me disaient vraiment, c'est que Léo et Chloé ne méritaient pas d'être une priorité, que toute leur attention et leurs soins appartenaient à Camille et à sa famille parfaite. Je m'y étais habitué, mais lire ce message m'a tout de même laissé une boule dans la gorge. Ce soir-là, je me suis assise sur le lit en regardant mes enfants griffonner des lettres au Père Noël. Léo n'a écrit qu'une seule ligne, « Je voudrais que le Père Noël rende ma maman heureuse ». Chloé, avec son écriture inégale, a écrit, « Je veux que maman ait plus d'argent pour ne plus être fatiguée ». Je me suis détourné pour cacher les larmes dans mes yeux. Je ne savais pas comment leur expliquer quoi que ce soit, alors je leur ai simplement dit, qu'il y ait des cadeaux ou non, le plus important est que nous puissions voir vos grands-parents. Dîner ensemble, regarder le sapin briller de 1000 feux, c'est déjà une bénédiction en soi. J'ai essayé de le dire d'une voix joyeuse, mais à l'intérieur de moi, une fissure s'élargissait. Le jour de Noël, j'ai habillé les enfants avec les vêtements les plus propres qu'ils possédaient. Le pull vert de Léo était vieux, mais encore chaud. La robe rouge de Chloé était un peu trop courte, mais elle tourbillonnait quand même devant le miroir en riant de plaisir. J'ai attaché ses cheveux, embrassé mon fils sur la joue, puis je me suis regardé dans le miroir. Des mèches grises commençaient à apparaître dans mes cheveux, et les ridules au coin de mes yeux semblaient plus profondes. Mais j'ai mis un peu de rouge à lèvres pour paraître moins usé. Je voulais que mes enfants sentent que Noël était une question de joie, pas de comparaison. Sur la route de Lyon à Paris,
une neige épaisse recouvrait les arbres qui bordaient la route. Léo était assis sur la banquette arrière, serrant son livre préféré, levant parfois les yeux pour demander si nous étions presque arrivés. Chloé fredonnait un chant de Noël qu'elle avait appris à l'école. Sa petite voix claire adoucissait le poids dans la voiture. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule peur, comment protéger mes enfants du sentiment d'être à nouveau abandonnés. Je connaissais la maison. Nous nous dirigions vers l'endroit où les lumières scintillantes et les cadeaux étincelants étaient réservés à une partie de la famille, tandis que nous étions toujours laissés de côté. J'ai resserré ma prise sur le volant, pris une profonde inspiration et me suis promis que cette fois, je garderais la tête haute. J'avais juré que, peu importe la froideur de mes parents, je ne laisserais pas Léo et Chloé voir leur mère s'effondrer. Et ainsi, notre petite voiture avançait péniblement dans la tempête de neige, se rapprochant de la maison où l'injustice attendait toujours de se manifester. Quand nous avons franchi la grande porte d'entrée, une odeur de cannelle et de pain d'épices flottait depuis la cuisine, se mêlant à la musique de Noël diffusée par les enceintes Bose du salon. L'éclat d'un sapin de près de 3 mètres se reflétait sur le sol poli. Des ornements rouges et argentés pendaient à ses branches. Des guirlandes scintillaient dans tous les coins. Mais ce qui m'a stupéfié, ce n'était pas la décoration extravagante. C'était la montagne de cadeaux empilés sous le sapin. Je suis resté figé, les mains encore posées sur le dos de Chloé, incapable de croire ce que je voyais. Boîte après boîte, emballées dans du papier scintillant estampillé de logos, Apple, Nike, Chanel. Je n'avais pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, des iPads neufs, des baskets de créateurs, des robes coûteuses, et chaque étiquette portait les noms des enfants de ma sœur Camille. La scène était comme une gifle invisible, surtout après le message que j'avais reçu quelques jours plus tôt, les temps sont durs. Pas de cadeaux pour toi ou les enfants. Camille est sortie de la cuisine dans une robe en maille blanche immaculée qui épousait sa silhouette, son visage rayonnant comme si toute la soirée avait été mise en scène pour la faire briller. À côté d'elle se tenait son mari dans un pull Lacoste, un verre de vin rouge à la main. Leurs 2 enfants, une petite fille blonde avec un ruban rouge dans les cheveux et un garçon en chemise à carreaux, couraient avec excitation autour du sapin, leur voix gazouillant « Maman, c'est un iPad ? C'est papy et mamie qui nous l'ont offert ?» Camille sourit triomphalement, parlant assez fort pour que tout le salon l'entende. Oui, cette année, papy et mamie ont été très généreux. Ma fille a eu une robe Chanel et mon fils a des baskets Nike en édition limitée. Vous avez tellement de chance, les enfants. Elle a jeté un regard dans ma direction, son air apparemment désinvolte mais porteur d'un rappel brutal du fossé qui nous séparait. Léo et Chloé se sont serrés contre moi, leurs grands yeux fixés sur les boîtes scintillantes sous le sapin. Chloé serrait ma main très fort, son regard demandant silencieusement pourquoi le sapin de mamie débordait de cadeaux, mais aucun ne portait leur nom. Léo est resté silencieux, son visage essayant de rester impassible, mais je pouvais le voir avaler sa déception. Je me suis penché et j'ai murmuré, ce n'est pas grave, mes chéris. Tant que nous nous avons les uns les autres, c'est suffisant. Léo a hoché la tête, mais ses yeux erraient toujours vers la pile de cadeaux qu'il savait qu'il ne toucherait jamais. Mon père est sorti du salon, une bière à la main, riant de bon cœur comme si c'était la fête la plus réussie de l'année. Il m'a regardé, m'a tapoté l'épaule et a dit nonchalamment, « Juliette, ne sois pas contrariée. Les temps sont durs. Tu dois comprendre. » Ces mots étaient légers, dédaigneux, comme s'ils pouvaient balayer l'injustice si clairement exposée devant nous. J'ai serré les lèvres, forçant un sourire rigide. Mais à l'intérieur, mon sang bouillait. Des temps durs. Des temps durs. Pourtant, il y a des iPads, des robes Chanel et des baskets Nike pour les enfants de ma sœur. Des temps durs. Pourtant, cette maison brille de 1000 feux. La table déborde de dinde, de jambon, de tartes et de vin. Les temps durs ne s'appliquent qu'à moi et à mes enfants. C'est ça? Au dîner, tout s'est déroulé comme une pièce de théâtre. Camille a parlé de leur prochain voyage au ski à Chamonix que son mari venait de réserver et s'est vanté de leur projet de rénover la cuisine avec des appareils haut de gamme importés d'Italie. Mes parents écoutaient attentivement, hochant la tête comme si chaque mot qu'elle disait était d'or. Je suis restée silencieuse, coupant la dinde pour Chloé, versant à Léo un autre verre de jus d'orange. Mes enfants mangeaient tranquillement, n'interrompant jamais la conversation des adultes. De temps en temps, Chloé jetait un coup d'œil à la pile de cadeaux sous le sapin avant de baisser les yeux vers son assiette. J'avais l'impression que mon cœur était écrasé, rempli de honte de ne pas pouvoir leur donner ce qu'ils méritaient si clairement. Alors que le repas touchait à sa fin, Camille a levé son verre,
souriant vivement en remerciant nos parents de toujours aimer et soutenir sa famille. La table a éclaté en applaudissements, les rires résonnant à mes oreilles. J'ai regardé Léo et Chloé, leurs petits visages perdus au milieu de tout ce bruit superficiel. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il était temps pour nous de partir. Je me suis levé, repoussant doucement ma chaise, puis je me suis penché pour aider Chloé à enfiler son manteau et à ajuster l'écharpe de Léo. Rentrons à la maison, ai-je murmuré. Léo a seulement hoché la tête tandis que Chloé demandait doucement, « Maman, on n'ouvre pas les cadeaux ?» Je me suis mordu la lèvre, le cœur endolori, et je l'ai prise dans mes bras au lieu de donner une réponse. Camille a ri en nous voyant nous préparer à partir, sa voix dégoulinant de moquerie. « Si tôt ? Tes enfants ne veulent pas rester jouer ? Ou tu dois retourner dans ta petite librairie minable ?» Son rire a résonné dans l'air, se mêlant au son des verres qui trinquent dans le salon, et j'ai senti mon visage brûler. Je me suis retourné, forçant un mince sourire. Je pense qu'il vaut mieux que nous partions. Tenant les mains de mes enfants, je suis parti sous les regards mi-moqueurs, mi-indifférents de la pièce. Personne ne nous a arrêtés. Pas un seul joyeux Noël ne nous a été adressé à nous trois. Seulement le rugissement des rires derrière nous, noyant même le hurlement du vent dehors. Quand la lourde porte s'est refermée dans notre dos, c'était comme si nous étions sortis d'un monde qui n'aurait jamais de place pour nous. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant l'allée de blanc. J'ai serré fort les mains de Léo et Chloé et j'ai murmuré, « Ça va aller, je vous le promets. » Et à ce moment-là, par une nuit de Noël scintillante de lumière mais glaciale d'amour, j'ai su qu'il y avait des blessures qui ne pouvaient plus rester silencieuses. La voiture avançait dans la neige, les essuie-glaces balayant rythmiquement le pare-brise, mais rien ne pouvait dissiper la lourdeur en moi. À l'arrière, Léo et Chloé étaient assis en silence. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu Léo regarder par la fenêtre, les yeux plus distants que d'habitude. Puis il s'est légèrement penché en avant, sa voix si petite qu'elle se perdait presque dans le bruit du vent dehors. « Maman, je n'ai pas besoin d'un iPad. J'ai juste besoin de toi. » Les mots innocents de mon fils m'ont transpercé le cœur comme une lame. J'ai serré le volant plus fort, la gorge nouée alors que je retenais mes larmes. Chloé a regardé son frère, puis s'est penchée et m'a serré fort dans ses bras depuis la banquette arrière. À ce moment-là, j'ai ressenti à la fois la douleur la plus profonde et la vérité inébranlable que mes enfants étaient la seule force qui me maintenait debout. Mais en même temps, ces mots m'ont ramené à ma propre enfance, les années où je devais toujours me débrouiller seul, tandis que Camille était chérie comme une princesse. Je me souvenais si clairement qu'à l'âge de 5 ou 6 ans, je savais déjà préparer mon propre petit déjeuner, lasser mes chaussures et ranger mes jouets sans qu'on me le dise. Ma mère disait souvent aux autres, « Juliette est si mature, elle n'a besoin de personne pour lui rappeler. » À l'époque, je pensais naïvement que c'était un compliment, mais en réalité, cela signifiait que je n'ai jamais reçu l'attention qu'un enfant devrait avoir. Camille, d'un autre côté, était toujours protégée. Au moindre reniflement, mes deux parents se précipitaient pour lui essuyer le nez, la réconforter et dire, « Camille est encore petite. Elle a besoin de plus d'amour. » J'ai grandi avec le sentiment constant d'être en trop, d'être censé bien me comporter, de connaître ma place et de ne jamais en demander plus. Mon 13e anniversaire est l'un des souvenirs que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, ma mère a acheté un petit gâteau dans une boulangerie près de chez nous, y a planté quelques bougies, et nous nous sommes assis pour le manger rapidement après le dîner. Il n'y avait pas de cadeau, pas d'amis invités, rien de spécial à part un joyeux anniversaire expédié. Je me suis dit qu'au moins j'avais un gâteau. Mais à peine une semaine plus tard, quand Camille a eu 11 ans, mes parents lui ont organisé une grande fête dans un restaurant chic. Il y avait des ballons, un groupe de musique, et même un clown qui faisait des tours. Ses amis remplissaient la salle, et la pile de cadeaux dans le coin grandissait de plus en plus. J'étais assise à table, forçant un sourire, mais à l'intérieur, c'était comme si on m'avait versé de l'eau glacée dessus. Quand Camille a déballé ses cadeaux et a fièrement montré un bracelet en argent étincelant, j'ai compris que mon anniversaire avait été traité comme une obligation, tandis que le sien était une véritable célébration familiale. Pendant mes années de lycée, j'ai continué à m'occuper de moi-même. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque, économisant chaque euro pour acheter des manuels scolaires et un manteau d'hiver chaud. Pendant ce temps, Camille n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Quoi qu'elle veuille, mes parents trouvaient un moyen de le lui obtenir. Je me souviens encore d'une fois où j'avais besoin de nouvelles baskets pour rejoindre l'équipe de basket de l'école. Quand j'ai demandé, ma mère a dit « Utilise simplement ta vieille paire. Nous ne pouvons pas nous permettre des extras. »
Pourtant, quelques jours plus tard seulement, Camille recevait des chaussons de danse de marque flambant neufs pour son cours de danse. J'ai baissé les yeux sur mes propres baskets usées et déchirées et je me suis mordu la lèvre. Des situations comme celle-là se sont répétées si souvent qu'elles ont cessé de me surprendre. Ce qui restait, c'était une blessure silencieuse qui n'a jamais guéri. Quand est venu le temps de l'université, mon rêve était d'étudier les lettres. Mais mes parents m'ont dit sans détour qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider. J'ai dû compter sur des bourses d'études et jongler avec plusieurs emplois, servant des tables, donnant des cours particuliers, et même nettoyant des résidences universitaires. Pendant ce temps, Camille a choisi d'étudier l'art à Paris, une voie notoirement coûteuse. Et soudain, mes parents ont trouvé des milliers d'euros pour l'envoyer, couvrant les frais de scolarité et même la location d'un appartement confortable. J'ai compris alors qu'à leurs yeux, mon rêve ne valait pas la peine d'investir, tandis que le rêve de Camille devait être soutenu à tout prix. J'ai ravalé mon ressentiment encore et encore, me disant que si je restais forte, je prouverais ma valeur par moi-même. Mais en vieillissant, j'ai réalisé la vérité. Le problème n'a jamais été mes efforts. C'était l'amour dans notre famille qui avait été inégalement réparti depuis le tout début. Tous ces souvenirs défilaient comme un film en marche arrière alors que je conduisais dans la nuit de Noël glaciale. Les larmes brûlaient au coin de mes yeux, mais j'ai refusé de laisser les enfants les voir. Je devais être forte, du moins devant eux. Pourtant, plus tard, quand je les ai bordés, regardant Chloé serrer son vieil ours en peluche et Léo s'enfouir dans les pages d'un livre usé pour échapper à sa tristesse, je n'ai plus pu me retenir. Je me suis assise sur la chaise près de la fenêtre, regardant la neige tomber dehors, et j'ai laissé les larmes couler sur mon visage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le rire moqueur de Camille, les mots dédaigneux de mon père, les yeux hésitants de Léo et Chloé, tout cela résonnait dans mon esprit. J'ai réalisé que toute ma vie, j'étais restée silencieuse. J'avais enduré le favoritisme et l'injustice, les laissant faire partie de l'air que je respirais. Mais maintenant, voyant mes enfants forcés de répéter cette même douleur, je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à Facebook et j'ai commencé à écrire. Chaque mot sortait de moi comme une inondation qui avait été endiguée pendant des années. J'ai écrit sur le SMS de ma mère parlant des temps durs, sur les iPads, les robes Chanel et les chaussures Nike empilées sous le sapin alors que mes enfants n'avaient pas un seul petit cadeau. J'ai écrit sur mon 13e anniversaire avec son minuscule gâteau et je l'ai comparé à la fête somptueuse de Camille. J'ai écrit sur mes années d'université, luttant pour survivre par moi-même pendant que ma sœur recevait tout ce qu'elle voulait. Je n'ai pas écrit avec colère, mais avec honnêteté, comme si je racontais au monde la vérité que j'avais cachée depuis bien trop longtemps. J'ai terminé par ces mots, j'ai gardé le silence toute ma vie, mais pas cette fois. Quand j'ai cliqué sur publier, tout mon corps tremblait. Une partie de moi avait peur de la tempête de réactions qui pourrait suivre. Mais une autre partie, au plus profond de moi, ressentait un étrange soulagement, comme si j'avais enfin trouvé le courage de me lever, non seulement pour moi-même, mais pour Léo et Chloé. Dehors, la neige continuait de tomber dans un flou blanc. Mais à l'intérieur, je savais qu'un autre type de tempête était sur le point de commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé groggy après une nuit presque blanche. La lumière hivernale filtrait faiblement à travers les rideaux, mais la pièce semblait tout sauf chaude. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier l'heure, et immédiatement mon écran s'est allumé avec une avalanche de notifications. 45 appels manqués, une boîte vocale déjà pleine. Messenger et Facebook clignotaient avec des dizaines de messages non lus. Mon cœur battait la chamade. Mes paumes sont devenues moites. Je savais que j'avais allumé la mèche d'une bombe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle explose aussi fort, aussi vite. Ma publication, le long message que j'avais tapé à travers les larmes la nuit précédente, s'était répandu dans toute la famille Fournier. Non seulement les cousins, mais même les parents éloignés à qui je n'avais pas parlé depuis des années l'avaient lu. Quelqu'un l'avait partagé, puis un autre l'avait partagé à nouveau, et maintenant, il n'appartenait plus à mon petit coin. Devant toute la famille élargie, la façade polie de la maison parfaite de mes parents s'était largement fissurée. J'ai rouvert ma publication, relisant chaque ligne comme pour me rappeler que tout ce que j'avais écrit était la vérité. Mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir des cadeaux à mes enfants. Mais hier soir, j'ai regardé ma nièce et mon neveu déballer des iPads et des chaussures de créateurs. J'ai gardé le silence toute ma vie, mais pas cette fois. Ces mots, simples mais imprégnés d'amertume, ont laissé tout le monde stupéfait. Les commentaires ont commencé à affluer.
Une tante de Bordeaux a écrit publiquement, « Juliette, tu as dit la vérité. Tes parents ont toujours favorisé Camille. Tout le monde dans la famille le sait, mais personne n'a jamais osé le dire à voix haute. Il est temps que les gens voient enfin. » En lisant cela, j'ai tremblé alors que les larmes coulaient sur mon visage. Pour la première fois de ma vie peut-être, j'ai réalisé que je n'étais pas complètement seul. Un de mes cousins de Marseille m'a envoyé un message privé, « Juliette, je me souviens quand nous étions enfants. Chaque fois que la famille se réunissait, tes parents ne se vantaient que de Camille. Nous l'avons tous remarqué, mais personne n'a rien dit. Je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. C'était comme si les vieilles blessures en moi étaient enfin reconnues, plus rejetées ou traitées comme si elles n'étaient que le fruit de mon imagination. Mais tout le monde n'était pas solidaire. Certains parents du côté de mon père, les plus proches de mes parents, ont écrit des mots de reproche. Tu ne devrais pas faire honte à la famille sur les réseaux sociaux. Tout le monde montre un peu de favoritisme parfois, mais l'exposer de cette manière ne fait qu'embarrasser tes parents. J'ai lu ces mots et mon cœur s'est enflammé. L'embarras. Et moi, alors? J'avais vécu toute ma vie sous l'injustice, sous des regards froids et indifférents. Cela ne comptait-il pas comme de la honte, comme une perte? Ce qui m'a le plus étonné, c'est la vitesse à laquelle la vérité s'est répandue. Une amie de l'université a commenté, « Juliette, j'ai toujours su que tu étais forte. Maintenant, le monde entier le verra. » Une ancienne voisine de Lyon a également partagé la publication, ajoutant, « Cette mère a bien trop enduré. » Puis j'ai commencé à voir des noms encore plus familiers. Des noms de la communauté paroissiale où mes parents assistaient régulièrement au service. La famille Fournier avait longtemps été considérée comme un modèle de respectabilité aux yeux des voisins. Une famille stable, convenable, avec des racines solides. Mon père se vantait souvent de ses discours au conseil des retraités, soulignant toujours l'équité et la responsabilité. Ma mère était très impliquée dans le groupe des femmes de la paroisse, admirée par beaucoup comme la mère idéale. Mais en une seule nuit, cette image a violemment vacillé. J'ai entendu dire que ce matin-là même, dans le groupe de discussion de la paroisse, quelqu'un a écrit, « Si ce que Juliette dit est vrai, alors Madame Fournier n'est pas aussi juste qu'elle l'a toujours prêché. » J'ai imaginé le visage de mes parents maintenant que les chuchotements commençaient à s'infiltrer dans les cercles sociaux qu'ils appréciaient tant. Mon père serait sûrement furieux quand d'anciens collègues de la réunion du conseil lui demanderaient sans détour, « Vous parlez tellement d'équité, mais qu'en est-il à l'intérieur de votre propre maison ?» Ma mère se sentirait sans aucun doute humiliée en entrant à l'église et en surprenant les regards scrutateurs des autres femmes. Tout ce pourquoi ils avaient travaillé si dur à préserver leur réputation, leur fierté partait en fumée en quelques clics. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Les appels manqués s'empilaient les uns après les autres. Je savais que mes parents et Camille aussi essayaient de me joindre, probablement pour crier, pour exiger que je retire la publication. Chaque fois que l'écran s'allumait, j'hésitais, mais ensuite je le reposais. Je n'étais pas prête à entendre plus de reproches. Pas encore. Je devais protéger mon calme, car cette fois, je refusais de perdre. Léo et Chloé se sont réveillés et sont entrés dans le salon, me voyant assise là, dans la lueur de mon téléphone. Chloé s'est frotté les yeux et a demandé, « Maman, pourquoi tant de gens t'envoient des messages ?» Je l'ai prise dans mes bras, murmurant, « Ce n'est rien, ma chérie. Tout ira bien. » Mais au fond de moi, je savais que la tempête ne faisait que commencer, et qu'elle était sur le point de tout balayer dans la famille Fournier. Cet après-midi-là, juste au moment où le pâle soleil d'hiver disparaissait, j'ai entendu des coups sur la porte, comme un roulement de tambour de guerre. Quand je suis entré dans le salon, mon cœur s'est serré. Mes parents se tenaient sur le porche, leur visage rouge de colère, et Camille était à côté d'eux, les bras croisés, un sourire suffisant aux lèvres. Je savais que ce moment viendrait tôt ou tard. Pourtant, mes jambes tremblaient encore légèrement. Prenant une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai forcé ma voix à rester calme. Entrez. Ma mère est entrée la première, son manteau bordé de fourrure encore poudrée de neige, ses yeux flamboyants. Elle n'a pas attendu de s'asseoir pour déchaîner sa fureur. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, Juliette? Tu as déshonoré notre famille. Les gens vont rire. Ils vont jacasser. Et tout ça, c'est de ta faute. Mon père a suivi, silencieux, mais sa mâchoire serrée et ses poings crispés montraient à quel point il luttait pour contenir sa rage. Camille est entrée derrière eux, posant nonchalamment son sac de créateur sur la chaise avant de croiser les jambes, ses yeux balayant ma modeste maison avec un dédain non dissimulé.
J'ai dégluti, le cœur battant à tout rompre, mais j'ai quand même répondu. Je n'ai fait que dire la vérité. Je suis restée silencieuse bien trop longtemps. Ma mère m'a foudroyé du regard. La vérité? Quelle vérité? Tout ce que tu as écrit n'a fait que traîner cette famille dans la boue. Les étrangers ne comprennent pas. Et maintenant, ils penseront le pire de nous. Je me suis mordu la lèvre, luttant pour retenir ma colère. Les étrangers? Et qu'en est-il ici même, dans cette maison où l'injustice a vécu année après année et où personne n'a jamais osé l'admettre? Camille s'est penchée en arrière, sa voix dégoulinant d'amertume. Tu te vois toujours comme la victime. T'es-tu déjà regardé? Si tu avais du succès comme moi, si tu gagnais plus d'argent, alors tes enfants auraient aussi des iPads. Ne blâme pas nos parents. Ils veulent juste investir dans quelqu'un qui peut leur apporter de la fierté. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai éclaté en sanglots. Mais ce n'étaient plus les larmes faibles de la défaite. C'étaient des larmes réprimées depuis trop d'années. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. Camille, je ne suis pas jalouse de toi. Je ne l'ai jamais été. Je n'accepterai simplement pas que mes enfants soient méprisés juste devant moi alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Si tu appelles ça un investissement, alors est-ce que ça veut dire que l'amour de nos parents est conditionnel? La pièce sembla se figer. Léo et Chloé jetaient un coup d'œil depuis le couloir, les yeux grands ouverts, observant leurs grands-parents et leurs tantes. Je savais qu'ils avaient peur, mais je savais aussi qu'aujourd'hui était le jour où ils devaient voir leur mère ne plus se taire. Mon père a finalement explosé, sa voix éclatant comme le tonnerre. Juliette, si tu ne supprimes pas cette publication immédiatement et que tu ne t'excuses pas publiquement, tu ne seras plus ma fille. Je te renierai. Tu comprends? Il a frappé sa main sur la table, faisant violemment trembler le verre d'eau. Je suis restée assise un instant, mon cœur semblant s'arrêter. Ces mots, le verdict le plus dur, de l'homme qui m'a élevé, étaient peut-être la chose la plus douloureuse qu'un enfant puisse entendre. Pourtant, un calme étrange s'est installé en moi. Peut-être parce que j'avais vécu ce moment toute ma vie. Aujourd'hui, il était simplement prononcé à voix haute. Je me suis levé, j'ai essuyé mes larmes et j'ai dit, ma voix basse mais ferme. Alors considérez qu'aujourd'hui est le jour où je sors de cette famille. Je n'ai plus rien à perdre. Toute la pièce s'est figée. La bouche de ma mère s'est ouverte comme si elle ne pouvait pas croire que sa fille oserait la défier. Mon père s'est agrippé à la coudoir de son fauteuil, le visage rouge de fureur. Camille a laissé échapper un rire amer et a lancé une remarque cinglante. Bonne chance, Juliette. Sans cette famille, tu n'iras jamais loin. Je l'ai regardé droit dans les yeux, une étrange légèreté m'envahissant. Cette famille n'a jamais vraiment été là pour moi, et je suis déjà allé loin sans eux. Puis je me suis tourné vers mes enfants et j'ai ouvert mes bras pour les serrer contre moi. Dans leur petite étreinte, j'ai trouvé ma force. Personne n'a dit un mot de plus. Mes parents, bouillants de colère, se sont levés. Ma mère a tourné le visage pour cacher ses larmes tandis que mon père est sorti en trombe sans un regard en arrière. Camille a lentement passé son sac de créateur sur son épaule, m'a jeté un dernier regard, mi-pitié, mi-mépris, et a murmuré, tu le regretteras. La porte a claqué derrière eux, laissant un silence pesant dans ma petite maison. Je me suis effondré sur la chaise, serrant mes enfants très fort, tout mon corps tremblant. Pourtant, dans ce tremblement, il y avait quelque chose que je n'avais jamais ressenti aussi clairement auparavant. La liberté. À ce moment-là, j'ai su que le lien du sang qui m'avait lié toute ma vie venait enfin de se briser. Je n'étais plus l'ombre dans une famille construite sur le favoritisme. J'étais une mère, une femme, et pour la première fois, j'étais vraiment moi-même. Tout s'est déroulé comme un effet domino. Ce qui avait commencé comme une publication sur Facebook, quelque chose que je pensais n'être qu'un cri dans la nuit, a fini par briser l'image que mes parents avaient passé leur vie à construire. Je ne pouvais nier qu'une partie de moi ressentait une vive satisfaction. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce qu'enfin la vérité avait été vue. Toute ma vie, j'avais été traitée comme l'enfant indépendante, celle laissée en dehors du cercle de l'amour. Mais maintenant, ce que j'avais enduré n'était plus un secret caché. C'était devenu une histoire que toute la famille et même la communauté au sens large devaient affronter. Ce soir-là, assise sur mon lit, j'ai regardé Léo et Chloé dormir paisiblement. Leur visage était calme, inconscient de la tempête de jugement qui faisait encore rage à l'extérieur. J'ai murmuré doucement, je l'ai fait.
Je ne suis plus silencieuse. Je savais que la route à venir ne serait pas facile. Mes parents seraient sûrement furieux. Camille trouverait de nouvelles façons de se moquer de moi. Et même ceux qui me soutenaient finiraient peut-être par se lasser et s'éloigner. Mais je savais aussi que je venais de couper une chaîne qui m'avait lié depuis bien trop longtemps. Désormais, je n'aurais plus peur d'être ignoré, je ne me mordrais plus la langue en silence. La vérité avait été dite, et la vérité porte son propre pouvoir. Après la tempête, j'ai appris à fermer les fenêtres bruyantes des réseaux sociaux et à ouvrir des portes plus petites et plus calmes dans ma propre vie. Chaque matin, je conduisais Léo et Chloé à l'école, m'arrêtant près de la rangée d'érables désormais nus, les serrant fort dans mes bras et leur souhaitant une bonne journée. Ensuite, je me dirigeais directement vers la librairie de l'avenue, où l'odeur du café fraîchement torréfié du comptoir du coin et le doux tintement de la cloche chaque fois qu'un client poussait la porte était devenu le rythme de mes journées. J'ai commencé à prendre des services supplémentaires, à réorganiser la section jeunesse, à mettre à jour les panneaux et à suggérer des lots thématiques comme Longue nuit d'hiver et Petits héros du quotidien. J'ai demandé à la gérante si je pouvais essayer une table Les choix de Juliette, présentant des livres qui nourrissent la résilience pour les parents célibataires. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les clients ont commencé à me demander, voulant des recommandations pour leurs enfants, puis revenant pour dire que leurs enfants s'étaient enfin mis à lire chaque soir. La gérante a vu la hausse constante des ventes et a souri, « Tu as l'œil pour ça, Juliette. » Un samedi après-midi, elle m'a entraîné dans l'arrière-boutique et a dit simplement, « Nous voulons que tu prennes le poste de directrice de la librairie. » Je suis resté figé, sentant que toutes les années où j'avais été ignoré étaient apaisées par cette simple reconnaissance. Le nouveau rôle n'était pas seulement une étiquette différente sur ma chemise. C'était la chance de créer le genre d'endroit que j'avais toujours souhaité enfant, un espace sûr pour les enfants qui aimaient les mots. J'ai programmé des heures du conte le samedi, invitant les parents et les enseignants locaux à participer. J'ai installé une petite table ronde, les recouverte d'une nappe à carreaux, et placé des pots de crayons et des piles de papier blanc, et j'ai écrit à la main une pancarte, Club d'écriture créative pour ados. Mercredi à 16h30. La première semaine, seuls 4 enfants sont venus, se regardant timidement. Je leur ai dit, il n'y a ni bien ni mal ici. Seulement les histoires dans votre cœur. Un garçon m'a tendu nerveusement une page sur un chat errant perdant sa maison. Une fille a parlé de la tarte aux pommes de sa grand-mère, et à la fin, ils ont supplié le gardien de les laisser rester un peu plus longtemps pour pouvoir terminer leur faim. À ce moment-là, j'ai su que je faisais ce qu'il fallait. Le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement. La 3e semaine, 10 enfants se sont présentés, puis 15. L'école m'a contacté pour faire du club une activité périscolaire officielle. J'ai créé des thèmes mensuels, leur apprenant à tenir des journaux d'émotions, à créer des personnages à partir d'objets ordinaires, et à être assez courageux pour lire à voix haute devant le groupe. Chaque fois qu'un petit enfant timide se levait, les mains tremblantes, mais parvenant tout de même à terminer son texte, c'était comme si une autre maille avait été cousue dans mon cœur, réparant ce qui avait été autrefois déchiré. Léo et Chloé ont commencé à changer aussi, de manière douce mais forte. Léo a rejoint l'équipe de basket de l'école, ne baissant plus la tête en empruntant une vieille paire de baskets. Il s'est porté volontaire comme bibliothécaire junior chaque jeudi midi, empilant des fiches et étiquetant des livres comme un gardien silencieux du savoir. Chloé s'est inscrite à des cours d'art au centre social. Ses premières peintures représentaient de petites maisons sous un ciel bleu, et progressivement, dans le coin de ses toiles, une porte ouverte est apparue avec des marches menant à un jardin. Quand je lui ai demandé pourquoi elle dessinait toujours des portes, elle a dit, « Parce que tu m'as dit que les nouvelles portes apportent toujours de nouvelles victoires. » Tous les deux ont rejoint le groupe de bénévoles du parc de la Tête d'Or, ramassant les détritus, triant les matières recyclables et collant de petites cartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci de garder le parc propre sur les poubelles publiques ». Les voisins ont commencé à nous saluer par notre nom, à nous déposer des biscuits le week-end, ou à me demander d'arroser leurs cactus pendant leur absence. Les fils de la communauté, autrefois si fragiles pendant nos premiers jours solitaires, s'étaient maintenant tissés en un filet chaleureux qui nous tenait, nous trois, en sécurité. J'ai un cercle d'amis que j'appelais autrefois des collègues, mais que j'appelle maintenant ma famille. Manon, au comptoir du café, me prépare toujours un latte sans sucre et y glisse une gaufrette pour les enfants. Samuel, à la section littérature, me tend souvent des manuscrits auto-édités d'écrivains locaux, en disant « Emmène ça à la maison pour Léo. » Peut-être qu'il aimera jouer à l'éditeur. Le vendredi soir, nous cuisinons à tour de rôle le dîner dans nos appartements respectifs, étalant des nappes, mettant une playlist de jazz,
et partageant les petites histoires que nous avions recueillies au cours de la semaine. Je leur parle de l'heure du conte où une petite fille a osé changer la fin de son personnage à la dernière minute, et ils applaudissent comme si c'était leur propre victoire. Ils me parlent de café renversé sur des livres ou des clients bienveillants qui n'ont pas hésité à attendre un remplacement. Avec eux, je ne suis plus l'enfant qui devait se débrouiller seul. Plus en train de prouver que je suis assez. Je m'assois simplement, je sers de la soupe dans mon bol, et je sais que j'ai ma place. Mais ce nouveau chemin ne concerne pas seulement le travail et la communauté. Il s'agit aussi de se tourner vers l'intérieur pour affronter la poussière de mon enfance. J'ai commencé une thérapie chaque lundi matin après avoir déposé les enfants à l'école et avant mon service. Le petit cabinet de thérapie avait un canapé vert mousse, une lampe jaune chaude, et une étagère basse garnie d'ours en peluche. Ma thérapeute, Élise, avait une voix comme une couverture douce. Elle ne m'a pas demandé pourquoi tout de suite. Elle m'a demandé où. Où dans votre corps ressentez-vous la tension quand vous pensez à cette table de dîner de Noël? J'ai posé ma main sur ma poitrine. Où ressentez-vous la chaleur quand Léo dit qu'il n'a besoin que de vous? J'ai posé ma main sur mon bas-ventre. Ensemble, nous avons appris à nommer les émotions, à distinguer la honte de la culpabilité, à reconnaître quand la petite Juliette s'exprimait après avoir été oubliée, et à apprendre à la mère Juliette comment la tenir. J'ai pratiqué l'écriture de lettres non envoyées à ma mère, à mon père, à Camille, et même à la jeune fille de 13 ans assise devant un minuscule gâteau d'anniversaire. Je lui ai écrit pour lui dire que je l'avais abandonnée trop longtemps, et que maintenant je la ramenais à la maison. Une fois, Élise m'a suggéré d'essayer un petit rituel, accrocher une photo sur mon mur, non pas pour vénérer le passé, mais pour marquer un nouveau départ. J'ai choisi une photo de nous trois au festival d'automne du quartier. Léo serrant une citrouille, Chloé souriant avec son sourire édenté, et moi avec les cheveux au vent mais les yeux brillants. Je l'ai accrochée dans le salon, juste à côté de la bibliothèque des enfants. Chaque fois que je passais devant, je touchais le cadre en bois et je murmurais, c'est ça, la famille. Chaque soir avant de me coucher, j'écrivais 3 lignes de gratitude, reconnaissante que Chloé ait dessiné une autre porte, que Léo ait osé lire un poème à voix haute en classe, qu'aujourd'hui j'ai vendu un coffret de livres à une jeune mère qui cherchait encore son chemin. Ces petites lignes étaient comme des points de suture, chacun filant lentement, régulièrement, pour réparer le tissu de ma vie. Et puis, sur la suggestion d'un parent à l'heure du conte, j'ai étendu le club d'écriture créative à une série d'ateliers d'hiver pour les adolescents. J'ai invité un poète local à donner une conférence, j'ai demandé aux bibliothécaires de l'école de nous apprendre à fabriquer des fanzines faits main avec des dos en ruban washi et des bords agrafés. Nous avons organisé une soirée appelée scène ouverte sous les guirlandes lumineuses, suspendant des ampoules jaunes chaudes autour du coin lecture, plaçant un petit microphone sur une caisse en bois, et laissant les enfants s'inscrire pour partager. La salle a retenu son souffle alors qu'un garçon lisait sur un déménagement soudain dans une nouvelle maison, puis a éclaté en applaudissements quand une fille a dit « Je crois que j'ai pardonné à mon père ». En les regardant, une vague de désir est montée en moi. Comme j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi quand j'avais 13 ans. Et à ce moment précis, j'ai compris que j'étais en train de devenir cet adulte, non seulement pour ses enfants, mais aussi pour l'enfant qui vivait encore en moi. Le nouveau chemin signifiait aussi reconstruire des limites. Quand des parents m'envoyaient des messages disant « Est-ce que ça va mieux maintenant ? Retire la publication pour que la famille puisse avoir la paix », je répondais simplement « J'ai dit la vérité, et je maintiens ma décision ». Quand ma mère appelait, laissant des messages vocaux remplis de soupirs et de culpabilité, j'ai arrêté d'écouter le soir. Au lieu de cela, je réservais un créneau le matin, et si nécessaire, j'écoutais avec Élise pour ne pas retomber dans de vieux schémas. J'ai appris à dire non sans longues explications et à dire oui aux choses qui me nourrissaient. Le dimanche matin, j'emmenais Léo et Chloé sur les bords du Rhône avec des sandwichs au jambon beurre et un thermos de chocolat chaud. Nous nous asseyions en regardant les kayaks glisser, partageant 3 belles choses de la semaine. Chaque fois que le vent frais faisait frissonner Chloé, Léo passait instinctivement son bras autour d'elle tandis que je resserrais l'écharpe en laine autour de leur cou. Je rangeais ces petits gestes au plus profond de ma mémoire, comme on presse une feuille entre les pages d'un livre. Quand j'ai reçu mon premier salaire en tant que directrice, je n'ai pas acheté d'iPad ou de nouvelles chaussures. J'ai acheté une petite table en pin avec 3 chaises assorties et je l'ai placée près de la fenêtre où le soleil de l'après-midi inondait la pièce. Dessus, j'ai mis un cactus que Manon m'avait donné, une lampe de bureau vintage héritée de Samuel, et j'ai écrit sur un tableau noir, notre table de famille. Ce soir-là, nous nous sommes assis autour, faisant nos devoirs, dessinant,
et moi préparant les plans de cours pour le groupe d'écriture du mercredi. J'ai regardé mes enfants, leurs yeux brillants dans la lumière chaude, et j'ai souri. J'avais ma propre table maintenant, une table à laquelle nous n'avions pas besoin de mendier une place. Notre nouveau chemin n'était pas bruyant ou éblouissant, mais chaque jour il devenait plus stable, comme un sol gelé se solidifiant sous nos pieds. Et à cet endroit, j'ai lentement entendu ma propre voix, douce mais claire. Je suis assez, et mes enfants le sont aussi. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit enneigée où j'avais pris mes enfants et quitté la maison de mes parents. Le temps n'avait pas effacé les blessures, mais il m'avait donné la chance de reconstruire la vie sur de nouvelles fondations. Et puis, un soir de décembre, alors que les flocons de neige tombaient légèrement sur Lyon, j'ai réalisé que Noël avait pris un sens différent. La petite maison que nous louions à 3 après ma promotion de directrice de la librairie était devenue un vrai foyer. Elle n'était pas spacieuse, et elle n'avait pas de jardin verdoyant comme la maison de mes parents à Paris, mais chaque coin était rempli de vie et de rire. Nous avons décoré le salon avec un sapin de Noël juste assez grand pour atteindre le plafond, acheté au marché de Noël local. Léo et Chloé accrochaient à tour de rôle des ornements ébréchés tandis que je découpais des flocons de neige en papier de couleur et les collais aux fenêtres. Une guirlande de lumière jaune chaude enroulée autour du sapin jetait une douce lueur sur les dessins de Chloé épinglés au mur. Je me suis souvenu d'avoir été un jour dans un grand salon, fixant des piles de cadeaux de créateurs empilés sous un sapin. Mon cœur était lourd. Mais maintenant, juste en regardant mes enfants rire et rivaliser pour accrocher les décorations, le bonheur débordait en moi. Ce soir-là, la porte d'entrée n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se fermer. Manon est arrivée la première, apportant une boîte de biscuits au gingembre chaud, leur douce odeur remplissant la maison. Samuel a suivi avec une pile de livres reliés emballés dans du vieux papier journal, disant, comme ça, les enfants pourront les déchirer sans souci. Des amis de la librairie, du club d'écriture, du centre social, tous sont arrivés au compte-gouttes, les bras chargés de cadeaux, leurs voix fredonnant des salutations joyeuses. Nous avons mis de la musique de Noël, étalé une nappe à carreaux rouges et blancs, et posé une dinde rôtie et une marmite de soupe de légumes que j'avais préparée plus tôt au centre. Les rires et les conversations remplissaient l'air, faisant briller la petite maison comme si elle était éclairée de l'intérieur. Léo avait maintenant 13 ans, plus grand, sa voix muant vers des tons plus graves. Mais ce soir-là, il a mené avec enthousiasme un jeu de mime pour tout le monde. Chloé, 10 ans, ses longs cheveux attachés avec un ruban rouge, s'est levée pour chanter un chant de Noël pendant que Samuel grattait la guitare. Je l'ai regardé tournoyer dans la pièce tandis que les amis applaudissaient, et j'ai ressenti une gratitude rare et écrasante. Peut-être que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment comblé. Pas par la comparaison, pas par l'attente de l'approbation de quelqu'un d'autre, mais simplement comblé. À 20h, Léo et Chloé ont soudainement disparu derrière la porte de leur chambre. J'étais surprise, mais je n'ai rien demandé. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus, chacun tenant un petit paquet maladroitement emballé. Chloé m'a tendu une boîte carrée tordue, souriant timidement. « Ouvre-le, maman. » Mes mains tremblaient en décollant le ruban adhésif pour trouver un bracelet fait de perles en plastique, de couleurs dépareillées mais enfilées avec amour. J'ai enfilé chaque perle moi-même, a chuchoté Chloé. Je n'avais même pas essuyé mes larmes que Léo me tendait un petit carnet, sa couverture recouverte d'autocollants en forme d'étoile. J'ai écrit tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, depuis le jour où nous avons quitté la maison de papy et mamie. Je veux que tu le gardes. Je les ai pris tous les deux dans mes bras alors que les larmes coulaient sur mon visage. Pas de tristesse, mais d'une joie qui éclatait. Ces cadeaux, si simples, portaient la reconnaissance même que j'avais autrefois désirée toute ma vie de la part de mes parents. À ce moment-là, le souvenir d'il y a 3 ans m'est revenu en mémoire. Je me suis revu dans le grand salon de mes parents, le sapin scintillant, les cadeaux extravagants empilés, les rires résonnant dans l'air. J'ai vu Léo et Chloé assis tranquillement, leurs yeux timides fixés sur des cadeaux qui ne leur étaient pas destinés. Je me suis vu les emmitoufler silencieusement dans leurs manteaux et les conduire dehors dans la neige, laissant derrière moi les regards froids de toute la famille. Le froid de cette nuit avait transpercé plus que la peau. Il s'était figé dans mon cœur. Et maintenant, en même temps, je me voyais debout dans ce petit salon, les bras enroulés autour de mes enfants, entendant les rires des amis, les lumières de Noël se reflétant dans les yeux clairs de Chloé. Entre ces deux moments s'étendait tout un voyage, de l'abandon au choix, de la douleur à la guérison. J'ai levé la tête et j'ai regardé autour de moi. Au mur était accrochée la photo du festival d'automne, moi, Léo et Chloé souriant brillamment parmi les citrouilles.
À côté, le dessin de Chloé d'une petite maison éclairée de l'intérieur, sa porte grande ouverte avec le mot griffonné, foyer. J'ai su alors que j'étais sorti de l'ombre pour créer ma propre famille, non pas définie par le sang, mais par le choix, le respect et l'amour. Alors que la nuit tombait, tout le monde s'est rassemblé autour du sapin, chacun partageant son souvenir préféré de l'année. Manon a parlé de l'adoption d'un chat errant. Samuel a raconté la vente du premier livre de son meilleur ami. Léo a dit « Mon meilleur souvenir, c'est quand maman a commencé le club d'écriture créative et que je l'ai vu sourire autant. » Chloé a ajouté « Le mien, c'est quand maman a porté le bracelet que j'ai fait. » La pièce a éclaté en applaudissements et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ma voix a tremblé en disant « Mon meilleur souvenir, c'est maintenant, assise ici avec vous tous. » Cette nuit de Noël, après que tout le monde soit parti, ma petite maison est redevenue silencieuse, éclairée seulement par la douce lueur dorée du sapin projetant des ombres vacillantes sur les murs. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris Léo et Chloé dans mes bras. Ils ont posé leur tête sur mes épaules, les yeux mi-clos sous la chaleur de la couverture. J'ai pris une longue et profonde respiration, remplie d'une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Et puis ça m'a frappé. Peut-être que je dois dire quelque chose, non seulement pour moi-même, mais pour ceux qui écoutent, pour quiconque s'est déjà senti poussé en marge de sa propre famille. Si vous avez déjà été traité comme si vous étiez invisible dans votre propre maison, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. J'ai été là. J'ai été dans une pièce pleine de lumière et je me suis pourtant senti dans l'obscurité. J'ai tout essayé pour être vu, pour être reconnu, pour être aimé comme l'était ma sœur. Mais la vérité est que certaines personnes, même lorsque vous leur donnez tout votre cœur, se détourneront quand même. Et vous devez comprendre ceci, vous n'avez pas besoin de leur prouver votre valeur. Le véritable amour ne se mesure pas en cadeaux, qu'il soit cher ou bon marché. Il se mesure au respect et à l'égalité. Il est dans la façon dont quelqu'un écoute quand vous parlez, dans la façon dont il se souvient de vous les jours qui comptent, dans la façon dont il reconnaît votre présence comme quelque chose d'irremplaçable. Si vous êtes toujours forcé de vous battre pour la reconnaissance, si vous êtes constamment comparé et placé plus bas, alors ce n'est pas de l'amour. C'est du favoritisme. C'est du contrôle. Et vous avez le droit de vous en éloigner. J'ai appris que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de partir. Partir de la maison que vous appeliez autrefois votre foyer. Des promesses vides, des yeux qui ne vous ont jamais vu comme assez. La nuit où j'ai pris mes enfants et quitté la maison de mes parents, il y a 3 Noëls, je n'avais aucune idée de ce que le lendemain apporterait. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas les laisser porter une blessure de plus. Et à partir de ce moment, ma vie s'est ouverte sur un nouveau chemin. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas pavé de roses, mais au moins, c'était le mien. Un chemin construit par moi et mes enfants, ensemble. Soyez assez courageux pour créer votre propre famille, même si elle ne partage pas votre sang. La famille n'est pas seulement là où vous êtes né, mais aussi là où vous êtes choisi. Là où les gens vous voient vraiment et vous aiment pour qui vous êtes. Pour moi, c'est Léo, Chloé, Manon, Samuel, les enfants du club d'écriture, les voisins qui frappent à la porte pour apporter des biscuits. Ma vraie famille, c'est ce cercle de bras. Pas de favoritisme, pas de conditions, seulement un amour sincère. Et alors vous verrez que vous avez toujours été assez, dès le moment où vous êtes venu au monde. Vous n'avez pas besoin de diplôme, d'argent ou de cadeaux coûteux pour le prouver. Vous êtes assez parce que vous pouvez aimer, vous pouvez donner, vous pouvez vous reconstruire sur les ruines. Vous êtes assez parce que vous pouvez lever la tête haute, vous regarder dans le miroir et sourire en sachant « Je mérite le bonheur ». Alors que la nuit de Noël touchait à sa fin, j'ai embrassé Léo et Chloé sur le front et j'ai murmuré doucement « Merci d'être ma famille ». Dehors, la neige tombait encore. Mais à l'intérieur, les lumières de Noël brillaient vivement, se reflétant sur mon sourire paisible. Pour la première fois, je ne sentais plus le froid. J'avais des bras sur lesquels m'appuyer, un foyer où retourner, et c'était tout ce que j'avais toujours souhaité.